Épisode 26, dans lequel je vais vous parler du contenu de l'inconscient. J'ai essayé de voir si on peut faire une théorie de ce contenu à partir de la pratique. Parce que, à partir de la théorie seule, on peut raconter absolument n'importe quoi, comme d'habitude, et le justifier par d'énormes acrobaties intellectuelles, comme on peut le voir chez Lacan et bien d'autres de ses suiveurs. Justement, pour ce qui est du contenu de l'inconscient, pour Lacan, c'est clair, c'est le signifiant. Le signifiant. Alors, qu'est-ce que le signifiant? C'est un problème, parce que si on cherche une définition chez Lacan, on va trouver beaucoup de choses, et des choses très différentes. Je prendrai sa définition du signifiant comme étant celle extraite de Saussure, pas chaussure, c'est-à-dire ce qui s'entend. Et chez Saussure, le signifié, c'est l'idée qu'on se fait à partir de ce qui s'entend, l'idée qu'on se fait dans la tête. Par exemple, je prononce le mot arbre et il me vient dans la tête l'image d'un arbre. Ça peut être très différent chez chacun, un pin, un sapin, un chêne, un bouleau, tout ce qu'on voudra. Mais le mot arbre suscite cette image dans la représentation interne. Mais tout se passe chez Lacan comme s'il n'y avait plus de représentation interne. C'est-à-dire qu'il n'y avait que ce qui voyage d'un sujet à un autre sujet, c'est-à-dire le signifiant, ce qui s'entend. Effectivement, je ne peux pas communiquer mes pensées, je ne peux pas communiquer si l'image qui m'est venue, c'est celle d'un pain ou d'un bouleau. Je ne peux communiquer que le mot arbre. Et si je veux préciser après, il faudra que je fasse entendre aussi le mot boulot, ou le mot pain, ou le mot sapin, ou tout ce que vous voudrez. Donc tout se passe chez Lacan comme s'il n'y avait pas de représentation imagée interne, mais seulement des signifiants. Donc le signifié, pour lui, est quelque chose qui sort de la théorie, en quelque sorte, alors que c'est présent dans la théorie linguistique de Saussure. Et pour Freud, j'aurais peut-être dû commencer par là, puisque chronologiquement, c'est Freud qui était là avant. Pour Freud, il fait la distinction entre représentation de mots et représentation de choses. Bon, j'ai eu beau chercher chez Lacan à fond dans toute son œuvre, j'ai jamais pu trouver la référence à une correspondance exacte entre les concepts de Lacan et les concepts de Freud. C'est-à-dire que Lacan ne dit jamais si représentation de choses, c'est le signifié de Saussure, c'est-à-dire l'image qu'on a dans la tête, et représentation de mots, si c'est le signifiant, c'est-à-dire ce qu'on entend. Bon, pour moi, ça paraît évident. Disons que je m'en suis tiré pendant des années avec cette définition. Parce que si je ne elle ne m'était pas donnée à moi-même, je ne l'aurais pas trouvée chez Lacan. Mais je trouvais que chez Freud, c'était beaucoup plus clair, en rapport avec Saussure d'ailleurs, signifiant représentation de mots, signifié représentation de choses. Freud ajoute toujours effectivement la précision représentant de, pour bien indiquer que le mot n'est pas la chose, et l'image qu'on se fait dans la tête n'est pas la chose non plus. Ce sont des représentations. Donc ça, il faut que ça soit clair. Alors que chez Lacan, c'est pas vraiment clair, puisqu'il y a aussi la lettre, chez Lacan, qu'il confond une grande partie de sa vie avec le signifiant. Et moi, je m'en suis tiré pendant des années en me disant que la lettre, c'était ça. C'était, disons, le signifié, ce qui pouvait s'imaginer dans la tête, quoi, une représentation. Je suis pas sûr que ça soit juste, mais compte tenu des difficultés de Lacan à donner des représentations claires, des définitions cohérentes, eh bien, je me suis fait moi-même mes définitions cohérentes. Et donc, pour Freud, il n'y a dans l'inconscient
que des représentations de choses. C'est-à-dire que pour lui, en quelque sorte, ce qui est refoulé, c'est la représentation d'une chose qui est insupportable, et ce qui manque à l'inconscient, c'est la représentation de mots, c'est-à-dire le fait de pouvoir en parler, notamment à son analyste, et lorsqu'on en parle, on refait la liaison entre la représentation de mots et la représentation de choses qui avaient été refoulées. Et comme ça, on peut, en principe, dissoudre le symptôme. On a vu par expérience que ce n'était pas aussi facile que ça. Quant à chez Lacan, eh bien, c'est du signifiant partout. C'est-à-dire aussi bien dans la tête que dehors, puisque le signifiant, c'est ce qui voyage de l'un à l'autre, et en même temps, c'est la seule chose qu'il y a dans l'inconscient. Pour lui, le signifiant, c'est vraiment ça qui occupe l'inconscient. Donc vous voyez que là-dessus, Freud et Lacan ne sont pas d'accord, du tout. Pour l'un, c'est la représentation de choses, et pour l'autre, c'est la représentation de mots, qui est refoulée. Mais chez Lacan, il n'y a pas vraiment de différence entre ce qui est refoulé et ce qui ne l'est pas. C'est difficile à le lire, mais entre les lignes, et en prenant comme référence l'ensemble de son œuvre, c'est un petit peu ça que j'en ai retenu. Et en effet, lorsqu'il dit « à mon séminaire, je suis analysant », eh bien, cela signifie que pour lui, même quand il parle de Hegel, de Heidegger, de topologie, de mathématiques, de logique, eh bien, c'est l'inconscient qui s'exprime. C'est pareil. Donc, il est en analyse parce qu'il parle de toutes ces choses-là. Et ça, beaucoup de lacaniens l'ont repris. Je pense à René Lève en particulier, qui disait moi, je me donne l'occasion de parler 3 fois par semaine, ou 4 fois, ou 5 fois, parce qu'il parle beaucoup. C'est-à-dire parler dans des colloques, parler à son séminaire, parler à des rencontres, mais toujours de logique, de philosophie, de tout ce qu'on voudra, à mon avis, sauf de psychanalyse, et sauf de son inconscient, c'est-à-dire de l'inconscient, tout simplement. À mon sens, tout cela, ce n'est pas parler de l'inconscient. Mais pour Lacan, vu qu'il n'y a qu'une chose, c'est le signifiant, du moment que je profère des signifiants, l'inconscient accompagne ce que je dis. Même si je parle, pas seulement de philosophie ou de mathématiques, mais si je parle de la météo ou de la liste des commissions, l'inconscient m'accompagne. C'est une conception à laquelle j'ai adhéré pendant des années, jusqu'à ce que je me rende compte que ça colle pas. Ça colle pas du tout avec la pratique. Et c'est à la suite d'avoir beaucoup réfléchi et organisé ce groupe de parole qui s'appelle « Parler de soi », parce que je trouvais que dans les écoles de psychanalyse, il était littéralement interdit de parler de soi. Et je trouvais ça bizarre, puisqu'en principe, le fait d'avoir fait une analyse, c'est-à-dire en principe parler de soi pendant des années, à un analyste, eh bien après, on perd la honte du parler de soi, et on est capable d'en parler n'importe où. Sinon, à quoi sert une analyse? Si c'est juste pour avoir parlé à son analyste une seule personne dans la vie, puis partout ailleurs, on n'en parle pas. Et là, il y a un paradoxe, voire même une contradiction, parce que pour Lacan et les lacaniens, justement, parler philosophie, mathématiques, etc., ou parler d'un analysant, eh ben, c'est parler de soi. Alors que je continue à dire, mais où est quelque chose de moi ou de l'inconscient dans tout ça? Tout ça, c'est du conscient. C'est de l'élaboration consciente. Même quand un analyste parle de son analysant, il en parle ce que consciemment il en a compris. Alors vous allez me dire, oui, mais il a fait des choix, et dans ces choix, on peut repérer quelque chose de l'inconscient. Par exemple, je choisis de parler de Hegel plutôt que de Heidegger, ou de Heidegger plutôt que de Hegel. C'est un choix, et ma lecture de Heidegger va pas être celle du voisin, c'est un choix, et donc l'inconscient s'exprime à travers ça. En y réfléchissant bien, moi je dis non. Non, l'inconscient ne s'exprime pas à travers ça. Ce qui s'exprime, ce sont des choix conscients.
hein. Par exemple, j'ai entendu parler des carnets noirs d'Heidegger, du fait qu'il avait une carte au parti nazi. J'ai pas envie de lire Heidegger, j'ai pas envie de parler d'Heidegger. Et un autre fera un autre choix, disant oui, mais c'est pas grave qu'il était au parti nazi, ça ne diminue en rien la grandeur de son œuvre philosophique. Bon, moi là, je vais pas choisir. Dans tous les cas, que je choisisse d'un côté ou de l'autre, je pense que c'est un choix conscient. Que l'inconscient y soit impliqué d'une quelque manière, personne n'en sait rien. Tant que le sujet lui-même ne va pas dire « Ah, j'ai choisi de parler plutôt de Heidegger comme nazi parce que je suis juif et j'ai des parents qui sont morts dans la Shoah. » Par exemple, hein, où j'ai choisi plutôt de parler de Hegel parce que je préfère ne pas m'occuper de toutes ces choses-là. C'est trop compliqué et trop politique pour moi. Ce sont des exemples. Mais il n'y a toujours pas de contenu de l'inconscient, puisque c'est ça dont je parle dans cette vidéo. Hein, on est toujours dans des choix conscients qui peuvent s'argumenter conscients. Et c'est le grand malentendu quand Lacan dit à mon séminaire « je suis analysant ». Donc ce que suit beaucoup d'autres gens, hein, et qui donc se réfugient là derrière pour ne jamais parler d'eux. Pourquoi avoir si peur de parler de soi ? Parce qu'on peut être attaqué, parce que quelqu'un peut se servir de vos paroles pour vous les retourner contre vous. Oui, mais ça, cette peur d'être attaqué, ça fait partie des choses qui ont dû se travailler normalement en analyse. Et qui fait que, moi personnellement, je me sens suffisamment sûr de moi pour, si on m'attaque, ben, je sais me défendre. C'est pas un problème. On peut bien me dire tu as tort, sortir tous les arguments du monde, ben, moi j'en ai d'autres à servir en échange, puis voilà, ça fait partie du débat, ça me dérange pas, ça me dérange donc pas de parler de moi, parce qu'il n'y a qu'en parlant de moi, effectivement comme contenu de l'inconscient, pas seulement du conscient, hein, moi qui raconte mon séjour à la Guadeloupe ou la façon dont j'ai fait mes courses au Monoprix, ça c'est du conscient. Ce n'est pas moi qui parle de l'inconscient, par exemple à partir des rêves, ou d'un lapsus, ou d'un acte manqué, ou d'un symptôme. C'est là l'inconscient, et ce livre à la parole, ce livre au signifiant. Mais le signifiant comme tel, c'est-à-dire ce qui s'entend, ne véhicule pas l'inconscient. Lorsque je parle d'Hegel, de Heidegger, de Descartes, de Socrate, etc. Hein, ni de la liste des courses à Monoprix, ou du temps qu'il fait. Ça, c'est des refuges, justement, pour ne pas parler de soi, et de ne surtout pas parler de l'inconscient en soi. Et donc, s'il ne fait pas ce travail de parler de soi, j'entends bien publiquement, puisque c'est de faire de la théorie à partir de ça, la théorie est destinée à être publique, elle est destinée au public. Eh bien, ce dont on parle, ça reste de la philosophie, Hegel, Heidegger, Descartes, tout ce qu'on voudra, ou du récit de vie quotidienne, qui n'est liste des courses de Monoprix, etc., dans lequel on ne trouve pas la moindre trace de l'inconscient, qui est soigneusement refoulé. Bah, vous me direz aussi, oui, ben, si tu achètes du caviar plutôt que des samosas, bon, bah, ça prouve un certain choix de l'inconscient. Oui, mais tant que c'est pas moi qui le dis, tant que je ne dis pas j'ai choisi le caviar pour telle ou telle raison inconsciente, personne ne peut le dire à ma place. Et si je ne le dis pas, eh bien je ne le dis pas. Donc il n'y a pas de discours de l'inconscient. Et il en est de même pour les affects. Vous savez qu'il y a une machine qui s'appelle le détecteur de mensonges. On vous colle les électrodes sur la peau. Ben, j'ai fait ça quand j'ai fait mes études de psycho, hein, en psychophysiologie. On nous apprenait à nous servir de ces outils-là. Eh bien, on nous pose une question, et si cette question suscite une émotion chez moi, alors il y a des petits courants électriques qui parcourent la peau que les électrodes repèrent. Et on le voit sur l'écran, ou pouf, il y a une courbe qui fait oups, et on dit ah, on dit, c'est-à-dire quelqu'un d'autre, l'examinateur peut dire ah, là il y a manifestation d'un affect inconscient de la personne. Mais voyez, c'est un affect objectivé par quelqu'un d'autre et par une machine. Ça peut être vrai aussi des tests.
hein. Le testeur croit voir des choses dans ce qu'a vu le testé. Mais c'est un autre qui le dit. C'est jamais la personne elle-même. La personne elle-même qui ne comprend pas pourquoi elle a vu un papillon dans le test de Rorschach plutôt qu'un sexe féminin, par exemple, sur la même image. Et si on dit qu'il y a une émotion à cet endroit-là, c'est toujours l'autre qui le dit. C'est jamais celui qui éprouve l'émotion, et donc le contenu inconscient, qui est refoulé. Et donc, s'il n'est pas assumé par soi, chaque fois que ce contenu inconscient est révélé par un autre ou par une machine, eh bien, ça ne vaut pas. Ça ne vaut surtout pas pour le sujet en question, qui, dans ce cas, continue de refouler la chose, puisque c'est quelqu'un d'autre qui le lui révèle. C'est pour ça qu'en analyse aussi, Freud a eu raison de poser cette formidable règle: on confie au rêveur le soin d'analyser ses propres rêves. Ça ne peut pas être l'analyste. L'analyste, il peut aider par des questions, par des remarques, mais il ne fait pas l'interprétation à la place de l'analysant. Et pas plus une machine ne peut faire l'interprétation, ou un testeur muni d'un test de Rorschach ne peut faire l'interprétation. Jusqu'à présent, j'ai surtout parlé de théorie, et donc on peut me croire ou ne pas me croire en me disant « ouais, ça c'est ton opinion, mais il y en a d'autres qui ont d'autres opinions », ça je n'en doute pas. Les opinions les plus répandues sont justement les opinions lacaniennes, comme quoi il n'y a que du signifiant, et qu'il ne faut surtout pas s'intéresser à la signification. J'ai encore entendu ça il n'y a pas tellement longtemps, à coup de justification hyper théorique et d'étymologie. L'étymologie, l'inconscient s'en fout complètement, dans mon opinion du moins. Et il faudrait ne pas faire attention aux significations pour laisser se dérouler le jeu du signifiant. Alors que si un sujet est angoissé, s'il a du mal dans sa vie, etc., c'est justement parce qu'il n'a pas accès à certaines significations. C'est parce qu'il y a un refoulement. Et c'est bel et bien, comme l'avait dit Freud, par le retournement de la rondelle, c'est-à-dire le fait de dévoiler la signification latente à partir du signifié manifeste, c'est comme ça que on peut faire avancer quelqu'un. Non pas d'une manière miraculeuse, comme je le dis toujours, chaque dévoilement de signification est comme une marche d'escalier, mais il y faut ces marches pour pouvoir arriver en haut. Alors que le déroulement complet du signifiant ne fabrique même pas de marche, puisqu'on se fout du signification. Les signifiants se suivent les uns derrière les autres, et ça mène à quoi? Alors c'est en contradiction avec la coupure de la séance, évidemment, qui serait censé faire quoi? Relancer le signifiant? Oui, mais ce qui relance le signifiant, c'est d'avoir trouvé une signification. Sinon, ça ne relance pas. Ça continue à se dérouler comme un fil qui n'a pas de fin. Alors, je voudrais justement sortir de la théorie pour vous montrer comment on peut travailler à partir de la pratique pour voir quel est le contenu de l'inconscient. Alors, je vais vous le faire à partir d'une série de rêves. Je prends des rêves tout à fait récents, et je ne les ai pas choisis. C'est une suite de rêves dans une suite de nuits, tout récemment. Parce que sinon, j'aurais pu dire, ou on aurait pu me dire, oui, mais tu choisis justement les rêves qui vont dans ton sens et qui te permettent de démontrer ta théorie. Comme on le fait avec la vignette clinique. Vous savez ce qui fait faire une vignette clinique? C'est trouver le petit morceau de clinique qui va illustrer la théorie qu'on vient de développer pendant 1 heure. Alors bien sûr, on trouve le petit morceau de clinique, on trouve toujours celui qui va illustrer. Je voudrais faire le contraire. Un grand morceau de clinique, je préfère dire pratique, je laisse la clinique au médecin, un petit morceau de pratique d'interprétation de rêve. À quoi ça va nous amener d'un point de vue théorique? Alors, premier rêve. Je suis dans un espèce de campement, comme si c'était un immense camping, avec plein de gens, plein de tentes, je ne sais même pas décrire, un amas de plein de trucs, plein de gens.
Et je vais me baigner, vêtu d'une couverture, je vais voir la mer. Et en fait, là, je surprends un moniteur qui est en train de donner des conseils à un adolescent. Et puis un peu plus tard, je cherche du papier dans cet énorme campement avec plein de choses, plein de gens. Je cherche du papier pour pouvoir allumer un feu. Le feu de quoi? De la forge, parce que je dois forger une pièce manquante pour quelque chose, peut-être bien une grenade, parce que il y a besoin de cette grenade pour la flanquer sur la gueule des ennemis. Quels ennemis, j'en sais rien, c'est même pas une préoccupation dans le rêve. C'est ma préoccupation, c'est de trouver du papier pour allumer le feu, pour fabriquer la pièce manquante de la grenade. Et j'en trouve pas du papier. Et finalement, à force de chercher, j'en trouve un petit peu parmi toutes les saloperies qui traînent par terre. Et surtout, je trouve un gant qui m'a l'air d'être en plastique, mais plutôt en néoprène, c'est le mot qui me vient. Et je me dis que ce gant pourrait être très utile pour travailler à la forge, ça pourrait m'éviter de me brûler. Et je rentre donc à l'endroit où il y a la forge, et sur le chemin du retour, je m'aperçois que, 1, j'ai oublié mes papiers, 2, j'ai oublié le gant. Donc je retourne le chercher. Effectivement, je les trouve. Voilà, interprétation. Déjà, ce campement avec plein de choses, plein de bordel par terre, plein de tentes, je ne sais même pas décrire si c'est des tentes ou autre chose. Voilà le réel, hein, ce que j'ai appelé le réel, c'est-à-dire ce qui ne peut pas se décrire. On ne peut dire qu'il y a une foule de choses, une foule de gens, une foule de choses. C'est le décor sur lequel, le décor ininterrompu sur lequel va se dérouler tout le reste du rêve, comme un écran sur lequel on projette le reste. Donc, premier contenu de l'inconscient, le réel. C'est-à-dire ce que Freud avait appelé les traces mnésiques, ou encore les signes de perception. C'est-à-dire ce qui n'a pas été encore encodé par le langage, mais qui reste à l'état de trace, de scorie dans la mémoire. C'est pour ça que c'est pas étonnant que ça revienne en rêve, hein, pour faire le fond, à la limite, de tout rêve. Hein. Et c'est pas du tout angoissant, c'est pas du tout l'angoisse du réel telle qu'elle est décrite par Lacan et les lacaniens. Le réel ne produit aucun affect, juste il est là. Il n'a pas été traduit. Ce qui est traduit, par contre, quel est le contenu du rêve, le reste? C'est, si on veut le résumer à un mot, c'est ça manque. Ça manque de quoi? Ça manque de papier pour allumer le feu. Le feu, pourquoi? Pour forger un objet qui est quoi? La pièce manquante de quoi? De la grenade, qui est destinée à quoi? À faire du manque dans l'autre, c'est-à-dire à faire un trou dans l'autre, hein, ou à l'éliminer complètement, c'est-à-dire le remplacer par un trou dans l'environnement. Autrement dit, faire en sorte qu'il manque. Pour quelle raison? C'est absolument pas dit dans le rêve. Tout ce qui est dit, c'est que ça manque, ça manque, ça manque. Alors, voyez la différence entre ce qui fait écran compact, le campement, plein de choses, plein de gens, etc., et ce truc qui est ma préoccupation essentielle d'un bout à l'autre du rêve, c'est que je manque de quelque chose. Alors, discours latent, pour reprendre les formules de Freud, discours manifeste, ça manque de papier, ça manque d'une pièce pour fabriquer une grenade. Discours latent, interprétation, qu'est-ce qui manque? C'est le phallus, qui est indiqué par le feu, qui est indiqué aussi par la petite séquence au début, qui est, je vous le rappelle, un moniteur qui donne des conseils à un adolescent. Hein, ça peut ressembler à une scène de pédérastie.
hein, dont je n'ai absolument aucun goût dans la vie consciente, je vous rassure là-dessus, mais justement parce que c'est refoulé. Hein. Comme plein de choses dégoûtantes qui ne trouvent refuge que où? Ben, dans les rêves. Hein. Y a là un feu du désir qui est dans la forge et qui est remplacé la pièce manquante par peut-être la pièce qui est là chez un jeune garçon, hein, c'est-à-dire un phallus. Donc, ce qui se détache sur fond de réel, c'est un trou, un manque, dont on pourrait dire que l'objet de ce manque, que je ressens, c'est un affect. Je ressens ce manque. Je ressens le désir de trouver du papier, je ressens le désir de forger cette pièce qui manque. Et je ressens le désir d'utiliser cette grenade pour faire du manque. C'est-à-dire pour trouer, au fond, cet écran qui fait masse compacte. Le campement, les tas de choses, les tas de gens. Donc ça a un double effet, ce désir. C'est d'un côté combler le manque du côté sexuel, par le phallus, et combler le manque de représentation par le biais de faire du trou, de façon à ce qu'effectivement une représentation puisse venir s'y loger. Hein. C'est là où cette topologie-là, qui est la mienne, hein, qui n'est pas celle de Lacan, cette topologie de la surface et du trou me paraît la théorie la plus utile à l'interprétation, la plus utile à représenter ce qu'il en est du travail d'interprète. Faire du trou et trouver quelle est la surface qui peut venir dans ce trou. Sachant qu'elle ne le comblera jamais, puisque dans les rêves, ça ne cesse de revenir, il manque de quelque chose. Exemple, deuxième rêve. Alors c'est vraiment un rêve auquel j'ai a priori rien compris pendant même fort longtemps. Pourtant, il est très court. Il dit ceci: la fille du roi des Belges dort dans un lit, et au pied du lit, il y a trois espèces de, j'ai appelé ça des clous, mais ce sont plutôt des barres de fer qui ont bien 1 mètre, 1 mètre 20 de long, qui se tiennent à la verticale comme flottant dans l'air, formant un triangle, et elles sont un petit peu recourbées dans le bas. Et à un moment, il y a un magnétisme, un autre magnétisme, dit mon rêve, qui vient attirer ces clous à l'extérieur sur la route, mais du coup, le magnétisme qui retenait ces clous au lit de la fille du roi des Belges se trouve emporté avec. Et voilà les clous qui entraînent le lit de la fille du roi des Belges sur la route. Voilà. Comme dans un film de Pierre et Tex, où sur les routes, on ne voit que des gens dans des lits qui roulent comme ça à travers la campagne. Où est le manque? Puisque j'ai dit que l'essentiel de l'interprétation était dans le manque, dans le rêve précédent. Eh bien, il est simplement dans le fait qu'il y a un trou entre le lit et les 3 barres de fer. Et un trou entre les barres de fer et le sol, puisqu'elle flotte. Elle flotte dans le trou, en quelque sorte. Et bien voilà, le phallus, il est là. C'est souvent un système 3 pièces, hein, le phallus, il est représenté comme ça dans les rêves, par quelque chose qui vient par 3. Hein. Dans un autre rêve, je manipule 3 chaussures. Je ne suis pas dans mes chaussures, hein, je suis à côté de mes pompes. Mais je les manipule à la main comme si je rampais et je les fais avancer sur le sol comme ça. Non pas 2, ça serait trop simple, mais 3, système 3 pièces, c'est-à-dire un phallus et 2 testicules. C'est une façon de représenter le phallus. Et ce phallus monte la garde au pied du lit de la fille du roi des Belges, qui me fait penser à une ex-petite amie belge, tout simplement, ou même à moi-même, puisque je ne cesse pas moi-même dans mes rêves de manquer de phallus. Je suis tout aussi bien une fille qu'un garçon, et
je m'en débrouille de cette façon-là. C'est-à-dire que même quand il y a un magnétisme extérieur, qu'est-ce que c'est que ce magnétisme? C'est la libido. C'est ce qui attire. C'est ce qui pousse vers. Vers quoi? Vers combler un manque. Mais le manque, il est déjà là. Et quand les clous sont attirés à l'extérieur, eh bien, le lit suit. C'est-à-dire avec toujours la même distance, le même trou entre le phallus et la fille du roi des Belges. C'est-à-dire entre le phallus et la représentation d'une femme. Il y a toujours un écart. Et si on cherche à écarter cet écart, eh bien, il continue à rester le même. Mais ça fait marcher. Ça fait aller sur la route. Pas mal. Ça fait sortir de chez soi. C'est ça le désir. Donc le désir est un trou dans lequel se précipitent les surfaces qui sont à côté, mais sans jamais le combler. Et le désir est un affect, c'est-à-dire, je le disais en termes de libido, en termes de ce qui attire, ou ce qui provoque l'angoisse, c'est selon les rêves. Dans le rêve précédent, l'affect, c'était le désir de trouver du papier pour forger la pièce qui manquait, trou qui précipite le corps à chercher autre chose, à se bouger, à aller vers les autres en quelque sorte. Donc il y a dans le rêve, ce qu'on peut dire déjà, c'est de l'affect, essentiellement matérialisé par le trou, le manque, une représentation de ce qui manque, on le représente par un trou, c'est-à-dire en fait par ses bords. Le bord, c'est le fait d'aller vers, ou de mettre un intervalle entre les clous et le lit, et entre les clous entre eux. Freud disait qu'un affect n'est jamais refoulé, et que dans le rêve, il n'y a que des représentations de choses. Bien, on peut dire en effet qu'il y a des représentations de choses dans ce rêve, dans ces deux rêves. Tout ce que j'ai décrit, c'était des images qui me venaient. Pour les décrire, je suis passé par des représentations de mots, c'est vrai, et ce qui manquait, comme disait Freud, dans le rêve, c'était les représentations de mots, c'est-à-dire le signifiant, selon Lacan. Donc, Lacan choisit de s'en tenir à « il n'y a que du signifiant ». Moi, je constate que dans le rêve, quand je fais part de mon rêve, dans ma tête, je vois des images. Bien sûr, je ne peux pas faire des images, passer ces images par transmission de pensée, je suis obligé de me servir du signifiant. N'empêche que ces images ont une grande importance pour moi. Et elles ont une grande importance aussi pour le sujet auquel je les fais passer, qui lui aussi va avoir du coup des images dans la tête. Peut-être pas forcément les mêmes que moi, mais c'est à ce moment-là qu'on se sert du dialogue pour éventuellement ajuster. C'est-à-dire voilà ce à quoi ça te fait penser, voilà ce à quoi ça me fait penser. C'est pas forcément la même chose, néanmoins on a utilisé les mêmes mots ou d'autres mots. Bon. Mais dans le rêve lui-même, pour l'instant, j'ai pas vu de signifiant. Je n'ai vu que des représentations de choses, c'est-à-dire des signifiés, c'est-à-dire il y a un rêve manifeste, et quand je l'interprète en termes de phallus qui manque, c'est le rêve latent, c'est ce que j'appelle la signification, pour la distinguer du signifié. Signifié, rêve manifeste, signification, rêve latent. Le signifiant, je ne m'en sers que pour en faire part. Il n'est pas dans le rêve, il n'est pas dans l'inconscient. Voyons voir si dans un rêve suivant, des nuits suivantes, on va en trouver. Alors, dans ce rêve-là, je fais partie d'une équipe qui est allée sur la Lune. Et puis j'en suis revenu. Et je me retrouve à conduire une camionnette sur un chemin de terre dans la campagne. Un chemin de terre assez étroit. Et voilà que je me fais doubler, alors que je roule assez vite. Et je me fais doubler par une femme, dont j'ai l'impression qu'elle court, qu'elle n'est même pas dans une voiture, mais elle court. Donc elle court vachement vite. C'est pas clair dans mon rêve. Est-ce qu'elle est elle aussi dans une camionnette ou est-ce qu'elle est en train de courir? C'est pas évident, ça doit être les deux en même temps, donc, puisque je sais que c'est une femme. Si c'était seulement dans une camionnette, je verrais que la camionnette. Mais là, je sais que c'est une femme. Et je vois en conduisant ma propre camionnette que
je suis derrière et je roule à 110, quoi. Et donc, la femme en question roule à au moins 110 ou plus, puisqu'elle vient de me dépasser. Donc, j'essaie de lui coller au cul, en roulant aussi vite. Et voilà qu'on arrive dans une impasse. Ce chemin de terre arrive à une impasse. Il s'arrête là, en plein milieu de la campagne. Il y a des broussailles autour. Et la femme qui là était clairement en train de courir, elle porte un survêtement, c'est d'ailleurs une femme noire, donc quelqu'un qui devait s'entraîner à la course. Et elle a un air extrêmement déçu, elle pousse l'exclamation « Oh non !» À cause de cette impasse, quoi, elle ne peut pas continuer. Mais moi, qui suis plus malin, je regarde sur mon côté droit et je vois que le chemin continue en épingle à cheveux après l'impasse, c'est-à-dire en retournant depuis l'impasse. Et j'emprunte ce chemin-là, il est à flanc de colline, et dans le contrebas, il y a un fleuve, et dans le fleuve est amarrée une péniche. Et une péniche très jolie, avec des fenêtres comme une maison, pas des hublots, quoi. Et le propriétaire de la péniche m'invite gentiment à venir. Et le rêve s'arrête là. On retrouve les mêmes éléments, à savoir le manque. Fondamentalement, on arrive au bout du chemin, c'est une impasse. Il y a un manque de chemin. Et la déception éprouvée à ce manque, qui est autant celle de la fille que la mienne, c'est ce « Ah non, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus de chemin. » Mais je me récupère, je trouve un chemin vers quoi? Vers une péniche. Et alors là, j'entends, parce que je l'ai déjà entendu dans de multiples rêves, j'entends que péniche, c'est pas loin de pénis. Et bien voilà, c'est ce qui me permet d'interpréter l'impasse. L'impasse, c'est effectivement là où se trouve une femme, il n'y a pas de pénis. Il n'y a pas de chemin pour continuer. C'est la femme qui l'exprime, mais c'est ma déception à l'égard de la femme. Elle n'a pas de pénis, c'est une déception très infantile, parce que, en tant qu'adulte, évidemment, je ne cherche pas ça. Mais l'enfant qui est en moi continue de le chercher, comme celui de la plupart de mes analysants. On continue de chercher le pénis féminin, ce que j'appelle le phallus. Et il m'apparaît sous cette forme d'une péniche, mais alors, comme je le fais remarquer avec les fenêtres, c'est une structure d'habitation, où on peut entendre que Satan l'habite. Et là, je fais des jeux de mots, je fais du Lacan. Effectivement, il y a du signifiant. Il y a un jeu de mots entre péniche et pénis. Ce que je constate, après l'analyse de milliers de rêves, c'est que ça arrive, oui, mais c'est rare. La plupart du temps, comme disait Freud, il n'y a dans les rêves que des représentations de choses. Parfois, il y a, comme ici, une représentation de mots représentée par une représentation de choses, la péniche. Et une représentation de l'irreprésentable, c'est-à-dire le phallus féminin, représentée par le manque de chemin, la castration. Il n'y a plus, c'est une impasse, on ne peut plus y aller. C'est une impasse en tant que la femme me dépasse. Elle me dépasse parce que j'ai le sentiment qu'elle va plus vite, elle doit détenir je ne sais quelle force que je n'ai pas, mais en fait c'est une déception. Oh non! Alors ça c'est aussi du signifiant, cette exclamation « Oh non !» Ça s'entend dans le rêve. Mais ça ne me fait que dire une chose, c'est que le signifié ou la signification, les deux, du sexe féminin m'échappe. C'est ça qui m'échappe. C'est une impasse. Je n'ai pas de représentation pour ça, sauf le pénis. Ça c'est vrai, je le sais d'entendre des femmes depuis suffisamment longtemps, c'est vrai pour tout le monde. Le manque, on ne peut pas le représenter, et bien on ne le représente pas. C'est un trou, point barre. Et quand on veut une représentation à tout prix, une signification de ce manque, c'est le phallus. C'est-à-dire, en ce qui me concerne, une péniche. J'ai dit que c'était aussi une habitation, c'est-à-dire on peut y rentrer dedans. C'est pas seulement le truc qui rentre dedans, dans une femme, c'est aussi le truc auquel on peut rentrer dedans.
pour y habiter. D'accord, qui on y habite, encore un jeu de mots. Mais c'est-à-dire instrument qui permet de revenir au ventre de la mer, hein, en étant un phallus, en étant le phallus de la mer, en habitant ce phallus, on peut avoir des chances de rentrer à nouveau dans le ventre de la mer. Voilà le contenu de l'inconscient, qui est un contenu de signification, dont je me sers du signifiant pour en parler. Cette signification s'étant servie elle-même d'un signifiant, pénis, péniche, pour pouvoir faire passer son message. Mais il y a un message. Ce n'est pas le jet continu du signifiant qui va jusqu'à où? Jusqu'à nulle part. Enfin, il y a une impasse à un moment. Hein. Il y a quelque chose qui limite. Et bah, il faut en prendre conscience quand même. C'est ça le but de l'analyse. Se rendre compte, pas seulement se laisser se dérouler le flux des signifiants comme ça, qui laisserait de côté justement ces significations qui sont fondamentales pour nous, pour notre image du corps. L'image du corps qui se mesure à l'aune du phallus. Je l'ai ou je ne l'ai pas, je le suis ou je ne le suis pas. Je l'habite ou je ne l'habite pas. Donc il y a aussi, dans ce rêve, des signifiés, rêve manifeste, des significations, rêve latent, rêve manifeste, la course en camionnette, l'impasse, la péniche, rêve latent, la question sexuelle, le fait de la castration d'une femme, qui est une impasse, ah non, mais qui peut être bouchée par la péniche, par le pénis. Ça, c'est les significations. Et il y a aussi de l'affect. L'affect, c'est le trou. C'est-à-dire quand on se rend compte qu'on est dans une impasse. Alors cette impasse est autant le compact des bosquets, de la forêt, que je ne sais pas décrire, comme dans le premier rêve du campement, c'est-à-dire du réel, mais qui est interprété par le rêve lui-même comme étant l'impasse féminine, puisque c'est une femme qui dit « Ah non !» L'impasse de trouver une représentation du sexe féminin, que ce soit représentation de choses ou représentation de mots. Il n'y a pas, sauf pénis, péniche. Donc il n'y a bien pas de représentation du sexe féminin dans l'inconscient. Donc ce qui nous renvoie au premier rêve où je cherchais à forger la pièce manquante, au second rêve où il y avait ces clous forgés déjà comme pièce manquante, distante du lit de la dame, et qu'on ne pouvait pas détacher, alors qu'ils en sont eux-mêmes détachés. Hein. Mais on retrouve toujours cette problématique du trou qu'il n'y a pas dans le réel de l'impasse, mais ce réel de l'impasse est donc interprété par la castration. La castration, c'est ça qui fait l'angoisse, c'est ça qui fait la déception. Hein. Là, il y a un affect manifeste qui est la déception de l'impasse, et un affect latent qui est l'interprétation que je peux donner de cet affect manifeste, c'est l'angoisse de castration, dont je me sers aussi pour interpréter l'absence de représentation. L'absence de représentation, c'est pas l'absence de phallus, hein, c'est l'absence de représentation qu'il y a dans le réel. Donc cet affect, c'est toujours le trou, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui manque. Et quand il y a quelque chose qui manque, on cherche toujours ce qui va boucher le manque. Et je ne trouve jamais. C'est-à-dire que le trou reste, l'affect reste. Et les bords du trou aussi, qui me permettent de repérer le trou et donc l'affect qui est dans le trou. Donc le contenu de l'inconscient, je peux le dire maintenant, à partir de cette pratique, hein, sur une série de 3-4 rêves là, que je viens de vous montrer, il y a des représentations de choses essentiellement, de temps en temps des représentations de mots, et de temps en temps, non je dirais tout le temps, des représentations du trou, c'est même l'essentiel, c'est-à-dire de l'affect. C'est-à-dire le rêve est là pour tenter de représenter l'irreprésentable. Il y a deux irreprésentables, le réel, qui lui ne crée pas d'affect d'angoisse, mais qui néanmoins
appelle un trou pour pouvoir y mettre une représentation. Et la castration étant l'interprétation que je me donne de l'impasse du manque féminin. Alors, puisque je parlais de l'habitation, de la péniche comme habitation, c'est-à-dire un trou, le pénis, c'est ce qui permet de rentrer dans un trou, mais encore une fois, dans mon rêve, c'est aussi un trou dans lequel je peux rentrer, que je peux habiter. Il y a un dernier rêve sur lequel je vais conclure, qui est le suivant. Je vais à Villévrard parce que j'ai entendu dire qu'il y avait un poste de psychologue. Et j'ai déjà rencontré le médecin-chef qui a ce poste, qui m'a dit « Revenez tel jour dans le parc, nous nous rencontrerons dans le parc, et à ce moment-là, nous verrons. » Donc je reviens ce jour-là dans le parc de Villévrard, qui est un parc immense et magnifique. Pour ceux qui ne savent pas, je précise, Villévrard est un hôpital psychiatrique dans la banlieue de Paris. C'est celui dans lequel j'ai travaillé pendant 17 ans, non pas dans l'hôpital lui-même, mais dans un dispensaire dépendant de cet hôpital. Que dit ce rêve, au-delà du rêve manifeste? Ce rêve dit que je cherche une place, c'est-à-dire un trou, pour pouvoir m'y loger. Comme dans le rêve précédent, c'était une péniche. Là, dans ce rêve, c'est une place pour pouvoir assurer ma vie, c'est-à-dire un gagne-pain. Et j'ai toujours été angoissé par ça toute ma vie, vu que je me suis fait virer de partout, parce que justement j'étais le type qui ne se tenait pas à la place prévue, qui faisait quelque chose en dehors des places prévues pour le psychologue. D'où, quelque part, même maintenant que je n'ai plus besoin de chercher une place puisque ma place est retraitée, bien que je travaille toujours avec le divan là, je suis retraité en tout cas des institutions psychiatriques, je n'ai donc plus à chercher de place, je ne devrais plus être angoissé par cette recherche de place. Eh bien mon rêve me montre que si, ça continue. Alors pourquoi? Et pourquoi dans le parc de Villévrard? Et c'est là qu'on voit que seul le rêveur peut interpréter son rêve, parce qu'il n'y a que moi qui possède en mémoire ce souvenir, qui est que quand je travaillais au dispensaire, à un moment, il y a eu des travaux. Il y en a eu pendant 2 ou 3 ans. Et ce n'étaient pas des petits travaux, c'est-à-dire ça cassait des cloisons au marteau-piqueur. C'était effroyable. On ne pouvait plus s'entendre, littéralement. Donc, la plupart de mes collègues avaient arrêté de travailler, tout simplement. Les psychiatres renouvelaient l'ordonnance en 5 minutes, et puis voilà, parce qu'on ne pouvait plus entendre. Alors, spécialement dans un métier où le travail, c'est d'entendre ce que disent les gens. Bon, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? J'étais le seul à dire aux gens qui venaient me voir, eh ben venez, on s'en va, on va faire une balade dans le jardin public à côté. Où là, on pouvait s'entendre. Je pouvais les entendre. La séance avait lieu. Mais je l'ai fait avec une petite angoisse quelque part, en me disant, je prends le risque de me faire virer, de perdre ma place. Parce que justement, je ne reste pas à ma place. Tous les autres restent à leur place, ils préfèrent ne pas travailler plutôt que de sortir de leur place, mais moi je préfère travailler en prenant le risque de perdre ma place. Par chance, il y avait un médecin-chef intelligent qui a compris ma démarche, je lui ai expliqué d'ailleurs, et qui m'a dit très bien. C'est rare, parce que dans d'autres endroits, je me suis fait virer justement parce que, par exemple, je ne restais pas dans mon bureau, c'est-à-dire dans la place qui m'était assignée. Le psychologue doit travailler dans son bureau, et parce que les autistes ne tiennent pas en place, eux, ne trouvent pas un trou pour être, ils sont sans jamais en train de fuir, comme l'eau qui s'écoule, hein, dès qu'il y a un trou quelque part, ici enfonce. Et donc il fallait empêcher ça, selon le médecin-chef de cet autre endroit. Et moi, non, je suis un psychanalyste, je ne suis pas là pour obliger les gens à faire une analyse, je me contentais de suivre le mouvement, donc de ne pas rester à ma place, mais d'être à la place que m'indiquait l'analysant. Totalement différent, et c'est ça la psychanalyse.
C'est pas le cadre qui vous définit la place où vous devez être, mais celle que vous inventez pour suivre la place que vous désigne l'analysant. Même maintenant que je n'ai plus à suivre des gens qui courent partout, c'est plus le cas avec le divan, mais ils courent partout dans leur discours. Et donc ils viennent jusque dans mes rêves, dans une place où a priori je ne les attends pas, mais ils viennent jusque dans mes rêves m'indiquer quel est le trou qu'ils ont fait en moi. Et là aussi, le trou est fondamental dans le rêve. Donc je dirais volontiers que c'est ce qu'il y a essentiellement dans le contenu de l'inconscient, c'est ça. C'est le travail du trou et des bords du trou. Trouver sa place, je reviens à ma place à Villévrard ou au dispensaire, c'est pas forcément rester en place, c'est donc accepter de bouger de place pour pouvoir faire son travail. Et donc accepter le jeu du trou. C'est donc l'image du corps qui est fondamentale. En tant qu'elle doit trouver sa place dans un trou, comme le dit ma péniche, c'est le trou du vagin de maman, voire de l'utérus de maman. Et c'est grâce à ce trou qu'on peut se sentir en sécurité quelque part, c'est-à-dire suffisamment en confiance, pour aller se faire un trou, faire son trou dans la société. Confiance que j'ai rarement eue, puisque j'étais toujours à côté de mes pompes, quelque part, à côté du trou qui m'était désigné par ma mère, qui n'avait pas de trou pour moi, et donc à côté des institutions qui voulaient que je sois dans le trou désigné pour moi. Et donc je suis dans ce rêve, dans le parc de Villévrard, pour quelque part élaborer cette angoisse que j'ai eue, et dont j'avais jamais eu l'occasion de reparler, angoisse que j'avais eue en emmenant les gens balader dans le parc à côté, pour éviter les bruits, angoisse de me faire virer. C'est-à-dire, encore une fois, de tomber dans le trou, parce que j'étais pas allé dans le trou, rester dans le trou, la case qui était prévue pour moi. Et qui renvoie forcément à, encore une fois, le phallus et sa place. Sa place, c'est dans le vagin d'une femme. Soit parce qu'on est un homme et qu'on vient l'y mettre, soit parce qu'on est une femme et qu'on voudrait bien en avoir un. Bon, voilà ce que racontent les rêves. Et ces histoires de phallus, signification des rêves, donc, ce sont des représentations de choses, qui encore une fois se servent parfois, mais rarement, du signifiant. Ce n'est pas seulement le signifiant qui, lui, n'en a que faire, finalement, de l'image du corps, de la castration, et de tous nos affects, donc, parce que de l'angoisse de castration découle l'amour, la haine, la jalousie, la colère, tout ce qu'on peut éprouver. La colère parce que j'ai pas eu ce que je voulais, c'est-à-dire que je me suis senti castré, soit par une femme, soit par n'importe qui. La haine, pour la même raison, la colère étant une manifestation de la haine. Et donc on se retrouve avec ma grenade que je voulais faire péter à la gueule d'un ennemi. Toujours pareil, pour refaire du trou parce qu'on me prend ma place, quelque part. On me prend ma place, ça c'est la jalousie. Et puis l'amour, tout simplement, le désir déjà, qui est désir de mettre le phallus à sa place, c'est-à-dire soit d'être attiré par quelqu'un, si on est une femme, qui en a un, soit d'être attiré par une femme pour se prouver qu'on en a un. C'est donc l'image du corps en tant qu'il est incomplet, le phallus étant, quel que soit le sexe, l'organe imaginaire qui pourrait servir cette complétude au niveau de l'image du corps.